Rebonjour. Donc, on va travailler aujourd'hui sur le territoire autochtone. Territoire autochtone, donc un territoire qui est habité, occupé par les gens issus des Premières Nations, par les peuples autochtones. C'est qui les peuples autochtones? On va se baser sur la définition de l'ONU. Selon l'Organisation des Nations Unies, pour qu'on parle de peuple autochtone, il y a 3 critères. Le peuple devait habiter le territoire avant l'arrivée d'un peuple colonisateur. Si on prend l'exemple ici, donc, avant l'arrivée des Français ou des Anglais en Amérique du Nord. Le peuple doit avoir une culture qui est différente de celle du peuple dominant. Et le peuple autochtone doit avoir encore un lien d'attachement avec le territoire qu'il occupe. Au Canada, les Autochtones représentent 5% de la population totale. Par contre, ce pourcentage-là bouge selon où on se trouve sur le territoire. Au Québec, en Ontario, dans les Maritimes, on va parler d'entre 1 et 2% de la population qui est autochtone. Un petit peu plus dans les provinces de l'Ouest, ça peut monter à un 13-15%, et ça va aller jusqu'à 85% au Nunavut. Toujours au Canada, les peuples autochtones sont divisés en 3 groupes ou nations. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ça fait quelques fois que j'utilise le mot nation, on va donc prendre un moment pour voir la définition. Toujours par rapport au Canada, les Autochtones sont installés un peu partout. Environ la moitié vivent, comme vous et moi, dans les villes ou dans les villages. L'autre moitié vont vivre dans les réserves qu'eux vont plutôt appeler communautés. On va reparler tout à l'heure plus en détail de ce que sont les réserves ou les communautés autochtones. Les peuples à partir desquels on va travailler davantage sont des peuples plus près de nous. Donc, au Québec, on va parler plus en détail des Cris et des Naskapis. Et dans le reste du Canada, on va parler plus en détail des Inuits qui sont installés dans plusieurs régions du nord du Canada. On va voir plus en détail le territoire du Nunavut. Pour cette deuxième partie, on va voir les caractéristiques des territoires autochtones, c'est-à-dire les territoires occupés par les membres des Premières Nations. Si on prend en premier les caractéristiques du territoire des Cris, un territoire qui est couvert majoritairement par la forêt boréale et la taïga. La forêt boréale, c'est une forêt de sapins, de conifères. La taïga, c'est une zone qui est plutôt composée de petits arbres, de mousses, de lichens. Donc, on tombe dans un climat qui est plus froid. Et les arbres sont plus petits à cause de ça et plus absents, plus rares. On parle aussi pour le territoire des Cris d'un territoire où le réseau hydrographique, la présence d'eau est très importante. Donc, beaucoup de lacs, beaucoup de rivières. Le territoire des Cris, mais aussi le territoire des Inuits, c'est-à-dire le nord du Québec et le Nunavut, vont être caractérisés par la nordicité, c'est-à-dire un climat froid, un certain isolement. Les villages sont plus rares, sont plus éloignés les uns les autres. La présence aussi de pergélisol sur une partie du territoire. Le pergélisol, c'est un sol qui demeure gelé toute l'année. Donc, ça amène certaines contraintes au niveau de l'aménagement. Les maisons vont être adaptées à ce climat-là. Donc, des maisons sans sous-sol, parfois même sur pilotis, c'est-à-dire surélevées. Des canalisations qui vont parfois être à l'extérieur de la terre, donc les réseaux d'eau d'aqueduc vont être sur le sol. Dans certains cas, même l'eau va être livrée directement aux maisons. Donc, on doit s'adapter à l'environnement qui est autour, au fait que le sol est gelé.
Lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, on peut aussi prendre le Nunavut comme exemple. Les villages sont dispersés, sont éloignés les uns des autres. Il n'y a pas de route qui relie les villages entre eux. Donc, on a dû adapter les moyens de transport. Le transport va se faire entre les villages par avion ou par motoneige pour les personnes. Cette dispersion-là des villages est aussi présente chez les Naskapi. Dans leur cas, c'est le train qui va assurer le transport entre les différentes communautés. D'ailleurs, depuis 2005, les Inuits et les Naskapi de la Côte-Nord gèrent eux-mêmes la ligne ferroviaire Tseyutin qui assure la liaison entre les différentes communautés. On va parler maintenant de mode de vie. Premièrement, les Autochtones de votre âge ont un mode de vie très semblable au vôtre. Ils vivent avec leur famille, ils vont à l'école, ils ont Internet, un cellulaire, ils ont sûrement commencé à utiliser TikTok eux aussi il y a quelques mois. Si on en parle, par contre, c'est parce qu'il y a quand même des petites différences. Les groupes autochtones ont conservé une partie de leur mode de vie traditionnel, c'est-à-dire un mode de vie qu'ils avaient avant l'arrivée des peuples colonisateurs et qui est inspiré de leur histoire, de leur territoire aussi. Si on veut des exemples de modes de vie plus traditionnels, il va y avoir par exemple l'importance de la chasse et de la pêche. Une culture aussi qui est différente, qui intègre des cérémonies qui viennent de croyances ancestrales, une langue qui est différente aussi. La plupart des communautés vont parler soit le français, soit l'anglais, mais aussi certaines des langues autochtones. Il y en a 53 à travers le Canada. La plupart des langues autochtones dans le monde sont menacées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles sont de moins en moins parlées, particulièrement par les jeunes. Une chose qui a aidé pour conserver les langues autochtones, pour les protéger, ça a été la prise en charge de l'éducation par les communautés autochtones elles-mêmes. La création de la commission scolaire CRI, par exemple, a permis d'enseigner la langue, la culture, mais aussi d'adapter le calendrier scolaire aux saisons de la chasse et de la pêche. Parce que le calendrier scolaire qu'on utilise au sud ne fonctionnerait pas nécessairement avec le mode de vie qui est présent sur les territoires CRI. Le développement économique tourne beaucoup autour d'activités que vous connaissez. L'exploitation forestière, l'hydroélectricité, le tourisme, la construction. Vous remarquez peut-être qu'on parle beaucoup d'exploitation de ressources naturelles dans cette liste-là. C'est parce que la majorité des communautés autochtones sont éloignées des grandes villes. Donc, c'est plutôt le type d'activité qu'on retrouverait dans les villages ou dans les plus petites villes du Québec, qu'on retrouve aussi dans les communautés autochtones.